When you're a forward thinker, the only thing you're afraid of is business as usual. Workday is the AI platform that transforms the way you manage your people and money today, so you can transform tomorrow. Workday, moving business forever forward. BetterHelp Online Therapy bought this 30-second ad to remind you right now, wherever you are, to unclench your jaw, relax your shoulders, take a deep breath in and out. Feels better, right? That's 15 seconds of self-care. Imagine what you could do with more. Visit betterhelp.com/randompodcast for 10% off your first month of therapy. No pressure, just help. But for now, just relax. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Touchdown Actu consacré à l'actualité de la NFL et plus spécifiquement de la draft 2025. Vous le savez désormais depuis quelques jours maintenant, on vous propose différentes pastilles quotidiennes pour vous informer un petit peu sur l'actualité de draft de votre équipe, analyser les différents choix qui ont été réalisés fin avril, savoir quelles sont les meilleures opérations potentielles, les plus grandes déceptions, faire un petit peu une petite synthèse globale. Aujourd'hui, focus sur la FC Sud et plus spécifiquement sur les Jacksonville Jaguars. Je crois qu'on aura une petite, un pic d'audience, notamment vers le sud de la France. Je n'en dis pas plus, un homme à cravate notamment. Il n'a pas de cravate, mais il est tout aussi brillant dans ses analyses. Cyprien Delmas est avec moi. Salut Cyprien. Salut Greg, merci pour ces gentils mots. Dis donc, après Niti, c'est toi, mais T'as vu? Faut s'habituer écoute, par contre avec moi. ouais, C'est ponctuel, c'est ponctuel. Mais ravi de te retrouver en tout cas, après avoir couvert notamment les nuits draft, en tout cas la deuxième nuit draft en direct. On va donc analyser en détail ce qui s'est passé concernant les Jacksonville Jaguars, Cyprien, parce qu'il y a pas mal de choses à en dire, avec pas mal d'actions de la part des Floridiens au cours de cette QV. Avec donc un petit récapitulatif des choix de draft réalisés pour la première QV de l'ère James Gladstone, le general manager, et Liam Cohen, le head coach, les Jacksonville Jaguars, qui se sont notamment distingués lors du premier tour de la draft en récupérant la vedette polyvalente Trevis Center en provenance de Colorado, receveur cornerback avec le deuxième choix de la draft, annoncé en tant que receveur le jour du repêchage, comme on dit du côté de nos amis canadiens. Troisième tour, donc les Jaguars ont ensuite sélectionné Caleb Ranso, cornerback de Tulane, ainsi que Wyatt Millum, garde de West Virginia. En quatrième tour, on a Bayshon Tutton, running back de Virginia Tech, et Jack Kaiser, linebacker de Notre-Dame. S'en sont suivis au sixième tour les drafts de Jalen McLeod, linebacker d'Auburn, et de Raywan Lane, the third safety de Navy. Ça n'arrive pas tous les ans et c'est important à signaler. Et puis au septième tour également, donc les sélections de Jonah Monheim, centre de USC, et de Linquint Allen, running back de Syracuse. Je pense que tu as apprécié, mon cher Cyprien, mais on aura sûrement oui. l'occasion de développer là-dessus. Donc pas mal de doubles choix en fonction des tours où ils ont sélectionné, de troisième, de quatrième, de sixième, de septième. Je l'ai précisé très brièvement, mais Trevis Center, donc sélectionné en deuxième choix par le biais d'un trade-up, donc un échange de choix de draft pour monter. Hein. On a notamment mis un premier tour de draft de la saison 2026 dans la balance pour réussir à obtenir ce deuxième choix et le profil générationnel que semble être Trevis Center. Première question, Cyprien, donc. Est-ce que c'est le joueur de Colorado qui est pour toi la meilleure opération des Jags ou est-ce que tu creuses un petit peu plus et tu vas vers un autre joueur en particulier? Le meilleur choix, non, c'est lui, Greg, c'est Travis Hunter, clairement. Tu l'as dit, joueur générationnel, alors ça va varier dans l'analyse de certains, mais en tout cas, je pense qu'on peut tous s'accorder à dire qu'il est générationnel parce qu'il joue ce fameux double plateau attaque-défense. C'est quand même extrêmement rare de faire ça. Je sais pas s'il fera en NFL. Tu l'as dit aussi, drafté en tant que receveur. Moi, je le préfère en tant que cornerback, personnellement. Mhm. Mais en tant que receveur, il est aussi très bon. Et effectivement, les Jaguars ont plus besoin d'un receveur qu'un cornerback, je pense, notamment dans le court terme. Donc c'est là qu'il va jouer et c'est là qu'il aura le plus d'impact, en tout cas pour cette franchise. On peut revenir peut-être sur la valeur du trade. Et Vas-y. c'est là que ça devient peut-être un peu plus compliqué sur ce choix-là parce que effectivement, ils ont lâché beaucoup.
que ce soit dans la draft 2025 et pour la draft 2026. Donc en fait, cette draft des Jaguars, elle va être essentiellement jugée par ce choix et comment ce que Travis Hunter va proposer en NFL. S'il réussit, ce sera une bonne draft, on oubliera cette valeur échangée. S'il réussit pas, ça va être terrible. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est toujours compliqué d'analyser ce type d'échange sur l'instant T, parce que très clairement, c'est sûr que si tu sélectionnes l'année d'après, potentiellement, si tu joues les playoffs et que du coup les Browns se retrouvent, puisque c'est eux en l'occurrence qui ont cédé ce deuxième choix à Jacksonville, se retrouvent avec le 25e ou 26e choix, on dira bon bah voilà, je veux dire oui certes t'as mis un premier tour dans la balance, mais ça a payé ses fruits puisque tu as quand même une saison réussie derrière. C'est sûr que si derrière, bah, tu abandonnes un top 10 de draft l'année prochaine, bah là, forcément, on sera obligé de dire, bon, bah, la reconstruction va être encore plus compliquée parce que malgré Travis Center, tous les voyants n'étaient pas ouverts et tu repars quand même avec une petite épine dans le pied pour essayer de repartir du bon pied. Je te laisse reprendre. Ouais, après il y a une logique. Il joue cornerback, il joue receveur, il joue deux postes. Il faut deux Mhm. premiers tours, un 2025, un 2026 pour prendre quelqu'un sur les deux postes. C'est logique. Oui, c'est ça, tu peux voir la chose de cette manière-là. Après, je te rejoins, si on développe un petit peu sur Travis Center, forcément, je te rejoins qu'encore une fois, moi, pour moi, les acquis les plus flagrants qu'il a sont sur le poste de cornerback. C'est là où il a joué le plus massivement durant toute sa carrière. Même si, encore une fois, en vrai, et ça, il aime en plaisanter dans les conférences de presse, il pourrait jouer à tous les postes. Hein, il n'a pas hésité à dire lors de son introduction, s'il y a besoin de jouer quarterback, limite, tu jouerais quarterback. Mais voilà, c'est un athlète hors norme et il peut plus ou moins se débrouiller dans n'importe quel sport, dans n'importe quelle position, avec plus ou moins de succès. Mais en tout cas, voilà, c'est un athlète chevronné, il n'y a aucun souci là-dessus. Financièrement, on l'a dit et répété, Jean-Mi en a fait un article. C'est plus intéressant pour lui, je pense, de jouer receveur, d'apprendre les bases pour jouer receveur. Et je te rejoins, il y a un besoin de receveur et de corner. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et ça a quand même drafté sur le poste de defensive back un petit peu plus tard, donc en défense. Offensivement, en tout cas, c'est pas inintéressant, surtout que ça peut être un profil assez complémentaire de ce qu'était Brian Thomas Jr. qu'ils ont sélectionné au premier tour l'année dernière. Donc, je te rejoins, c'est difficile de pas mettre ce choix-là vraiment en principale réussite. Après, dans une moindre mesure, c'est vrai que j'aimais beaucoup, et on en avait parlé en live, ce qu'ils ont fait avec Wyatt Millum, qui peut apporter aussi une progression supplémentaire, je pense, sur l'intérieur de la ligne, surtout dans un système où je pense que ça va être très axé sur du bloc en zone du côté des Jags avec l'arrivée de Liam Cohen. Mais c'est compliqué quand même. En tout cas, ce qu'on peut dire peut-être globalement, c'est que offensivement, Jacksonville a quand même marqué des sérieux points dans cette draft. Oui, totalement. C'est Donc, tu as commencé à parler de Milum. Je vais rajouter aussi Meishul Tuten avec Milum. En fait, comme gagnant vraiment de cette draft, ça va être le jeu de course des Jaguars, vraiment. Je pense qu'il faut passer maintenant l'expérience Étienne qui est morte. Voilà, Qui est c'est agent libre fini. dans un an de toute Euh, façon, faut le rappeler. Hein. Ouais, et puis non, mais c'est fini. C'est-à-dire que il a fait que 558 yards l'an dernier, c'est moins que Tank Bigsby qui en a fait 766, alors qu'on attend plus quand même d'Etienne. Bigsby, Je vas-y, me permets vas-y, juste non? de préciser, c'est peut-être ce que tu allais développer après, mais c'était souligné par nos collègues d'NFL Network. Faut aussi rappeler que Liam Cohen, par exemple, a permis l'émergence de Bucky Irving du côté de Tampa Bay et que ça s'est fait largement au détriment de Rashad White, qui pourtant semblait quand même monter un petit peu en puissance à l'issue de la saison 2023. Donc s'il y a besoin de trancher dans le vif et justement d'installer un running back qui vient d'arriver, c'est pas quelque chose qui fait peur à Liam Cohen. Ouais, donc ce que j'allais dire en plus, c'est que Bixby il a ce rôle très puissance, plaquage cassé, beaucoup de portées peut-être qui vont moins loin, mais qui avancent, qui font avancer l'équipe. Et Étienne, il avait cette complémentarité normalement, explosivité, course longue, et qu'il n'a pas du tout en fait. Et Tuten, par contre, c'est exactement ce qu'il apporte. Il règle ce problème. C'est en college football l'an dernier, c'est 34 courses de plus de 10 yards, dont 21 de plus de 15. Donc quelqu'un d'assez explosif en fait, qui va complémentariser Tank Bixby. Oui, et puis qui peut apporter également sur l'équipe spéciale, ce qui a priori ne gâche rien sur les retours de coups de pied. Ce sera très apprécié, je pense, du côté des Jaguars. Donc ça, c'est l'aspect positif de la chose. Si on s'intéresse à ce qu'on a un peu moins aimé, quelle direction tu prends? T'en as un peu parlé, mais le deuxième choix, en tout cas, c'est un choix du troisième tour, hein, c'est le deuxième qu'ils ont fait à cause de cet échange. Caleb Ranso, pour moi, c'est quand même plutôt une erreur. Bon, je vais développer directement parce que je peux pas te laisser comme ça, Greg. C'est un athlète élite, très bien. C'est un Mhm. excellent plaqueur, très bien. Par contre, c'est un nickelback.
et seulement un nickelback. Il ne jouera pas extérieur, ce joueur. Il Mhm. jouera peut-être un peu safety, box safety, ça peut arriver. Mais en fait, c'est pas un problème, je trouve, pour les Jaguars. Actuellement, le poste de nickelback. Ils ont signé Jordan Lewis des Cowboys, qui est très bon dans ce rôle-là. Et puis, et en safety, tu as aussi des joueurs enfin, qui sont potables. Pas un besoin. Écoute, tu prends ça avec ton deuxième choix, donc tu te prives de prendre autre chose à côté qui était peut-être un peu plus, comment dire, on en avait peut-être un peu plus besoin. Je pense à de l'aide sur la ligne défensive. Voilà, c'est jamais quelque chose qui est mauvais. On prend ce defensive back qui est un defensive back à développer, qui ne jouera pas en année 1 et qui n'est pas un besoin. Problème. Bah, t'as déjà quasiment tout dit, et c'est vrai que moi, le point d'interrogation que tu parlais à raison de Jordan Lewis, c'est vrai qu'on l'a souligné pendant le direct de la draft, mais c'est vrai qu'il faut aussi rappeler par exemple qu'un Jarian Jones, même s'il a été drafté par un autre régime, a joué massivement dans le slot l'année dernière. Donc peut-être que ce nouvel organigramme a dans l'objectif de le faire jouer un peu plus extérieur. Mais ça, pour moi, c'est pas plus rassurant. On a clairement vu les limites de Tyson Campbell, de Montaric Brown, de ce type de profil-là. Et pour moi, je te rejoins à 100%. C'est vrai que Caleb Ramso, à part éventuellement le décaler sur quelques séquences sur le poste de safety, c'est sûr que ça va jouer très très massivement au nickelback et qu'au pire des cas, ça contribuera sur l'équipe spéciale. Mais c'est vrai que est-ce qu'ils avaient vraiment besoin d'un profil dans le slot? J'en suis pas persuadé. Pour moi, c'est ou Jordan Lewis ou Caleb Ramso qui est de trop dans l'équation des Jaguars. Je pense qu'il aurait fallu ou dégainer sur vraiment un corner capable d'apporter de la dissuasion, notamment en un contre un, parce que moi je me dis c'est très intéressant ce qui a été fait globalement par Jacksonville au cours de cette draft. On va me dire à raison que Travis Hunter peut jouer cornerback, mais très honnêtement, et je sais pas ce que tu en penses particulièrement, mais moi je veux bien entendre que de par son profil d'athlète naturel, peut-être par exemple sur une dernière série défensive, un moment où il faut vraiment fermer la boîte par rapport au receveur adverse, on peut se permettre de faire entrer Hunter. Hunter ne jouera pas et en attaque et en défense en double plateau constamment. Ça ne s'est jamais fait dans l'histoire. Et en tout cas, en termes de volume de jeu comme ça ne se fera pas, je pense, malgré l'athlète hors norme qu'est Travis Hunter. Donc, moi, je suis un petit peu embêté quand je me dis qu'il va falloir couvrir sur Nico Collins à Houston, sur Alec Pierce à Indianapolis, sur des receveurs un peu plus grands. On a vu que Tennessee, par exemple, avait misé. Alors, il y a du développement éventuellement en attente, mais Eli Manor, par exemple, dans la zone rouge, il va falloir le couvrir. Si tu as peut-être ce petit déficit de taille sur l'extérieur, ou en tout cas de profil vraiment capable d'être dissuasif en homme à homme, ça peut être un peu plus problématique. On attend sûrement des meilleures choses de Jacksonville, notamment sur la ligne défensive qui a été peut-être plus décevante que prévu sous Ryan Nielsen. Mais là encore, ça met une grosse pression parce que derrière, bah, c'est un risque potentiel à chaque fois de big play, notamment sur les extérieurs. Tu as tout dit, Greg. Écoute, je vais pas rajouter grand-chose. Juste peut-être une petite stat. Alors, c'est que 148 yards en college football l'an dernier qui ont été donnés par Caleb Ramso, c'est très bien. Par contre, c'est quand même deux touchdowns sur sa tête, en pas beaucoup de ciblage. Donc voilà, il y a à la fois le pile et le face de ce choix. Surtout que c'est une défense quand même qui n'arrive pas à récupérer le ballon dans les airs. Et pourquoi pas un profil un peu plus playmaker capable de jouer ce ballon. Ça aurait été peut-être un peu mieux aussi. Et j'insiste et t'en parlais un petit peu, c'est vrai que le poste de lineman défensif intérieur, pour moi, ça reste une problématique. Je l'avais identifié comme un potentiel besoin. Alors après, c'est mon point de vue à moi. Mais c'est vrai que j'en sors de cette draft peut-être un peu frustré parce que je me dis, ok, bon, on a cherché des joueurs qui pouvaient être intéressants parce qu'il y avait des besoins sur d'autres positions, ça c'est un fait. Mais c'est vrai que defensive tackle, au sortir de la draft, ils ont signé. Alors, on va pas développer encore une fois, on va pas empiéter sur sur les previews de l'été, mais ils ont signé un pass rusher après la draft, à savoir Emmanuel Ogba. Mais je vois pas beaucoup de modifications sur l'intérieur de la ligne défensive. Et même si j'aime le potentiel que peut avoir un Mason Smith, bah, encore une fois, ça m'embête de voir qu'un Devon Hamilton va peut-être avoir la moitié des snaps de l'équipe, alors que concrètement, je pense que c'est plus un joueur de rotation qu'autre chose. Donc, Arik Armstead est un petit peu doublon, mais bon, encore une fois, voilà, t'as pas de vrai defensive tackle dominant, je trouve, dans l'intérieur, dans le profil vraiment run stopper pur. Je trouve que c'est encore un petit peu limité et c'est vrai que ça a tendance à faire baisser un petit peu ma note du côté des Jacks défensivement parlant. Bah du coup, si on a fait le tour un petit peu sur les choix, t'as un avis peut-être rapidement quand même sur sur Jack Kaiser, pardon, tant qu'on parle de la défense, tu le mettrais plutôt en bémol. Faut pas s'attendre forcément à ce que ce soit un joueur titulaire, mais c'est un joueur avec un gros cœur et une grosse volonté, pas inintéressant sur la couverture.
Oui, ouais, peut-être un joueur en développement, mais t'as Olu Okun et t'as Devin Lloyd qui sont quand même là et qui sont des bons joueurs, donc Il y a toujours ils Chad Moma prendront aussi, je pas. crois, hein. Tac, 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 je ne sais plus. Il me semble qu'il est Peut-être, je encore ne dans le sais plus. roster, ouais. Oui, 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 oui. Ok, il est dans le roster. Là, je l'ai sous les yeux. Chad Mema aussi, qui est pas mauvais, effectivement, que j'avais en haute estime dans les dernières drafts. Donc bon, c'est typiquement un choix pour en année 1 jouer en équipe spéciale et à développer derrière. Je suis quand même pas fan de ce choix. Voilà, avec le pick 107, c'était le dernier pick, on va dire, qui avait un peu qui était un peu Valeur. premium, hein, mais vraiment, Hmm. je tire, quoi, qui était au quatrième tour, en début de quatrième tour. Après, ça a tombé drastiquement au pic, jusqu'au pic 194. Bon, il faut juger d'ailleurs ces quatre derniers picks avec ce qu'ils sont, hein, des joueurs de rotation ou d'équipe spéciale. On va pas revenir dessus, je pense, Greg. Il y a peut-être juste, je veux dire un mot sur Lee Quintalen, Mhm. qui est un joueur que j'adore. Je sais même pas s'il fera ce roster en fait des Jaguars parce qu'il a été pris très bas et que il y a beaucoup de running back. Est-ce que tu gardes Travis Etienne? Est-ce que tu prends plusieurs running back? Bon, mais c'est un profil qui est intéressant, notamment à la réception. Peut-être qu'il jouera comme un receveur en fait d'ailleurs. Bah, vu qu'il y a quelques petits problèmes de blessure, notamment Travis Etienne dont on parlait tout à l'heure, il peut s'inviter comme running back 3 ou avoir quelques snaps potentiels. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais oui, c'est pas un choix inintéressant, en tout cas, là aussi, sur de nombreux aspects du secteur offensif. Du coup, Cyprien, si on fait une petite synthèse, globalement, bon point, mauvais point, quelle serait ta note sur 10 pour juger la draft des Jaguars? Eh ben, Greg, je vais m'arrêter pile au milieu. 5/10. Je suis peut-être un peu sévère, mais comme je l'ai dit, cette draft, on pourra la juger que dans quelques années quand on saura ce que Travis Hunter a fait en NFL. Et avant ça, c'est un peu compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup d'hypothèques sur la draft qui était là et la draft qui arrive, la future en 2026. Voilà, c'est difficile à juger. Le jeu de course est meilleur, c'est une certitude. On a un bon receveur, cornerback, mais le reste, mais. Oui, c'est un peu. Alors, je suis monté jusqu'à un 6, mais j'aurais du mal en effet à aller un petit peu plus parce que c'est vrai qu'encore une fois, on peut pas occulter les différents risques qui ont été pris et notamment certains postes qui peuvent interroger. Et c'est vrai que j'ai parlé du poste de defensive tackle, j'aurais pu parler du poste de centre hein, parce que Wyatt Milum c'est intéressant sur le poste de garde, mais on se retrouve sur un poste de centre où Luke Fortner était clairement dans l'ombre de Mitch Morse ces derniers mois. Et Robert Hainsey avait plus du tout de temps de jeu du côté de Tampa Bay, alors que pourtant le head coach, il me semble, était en place, était déjà là-bas à l'époque. Donc ouais, on va se retrouver avec une petite bataille entre les deux hommes. Alors, John Ammonheim a été sélectionné, c'est un joueur qui est pas inintéressant, mais qui va avoir quand même besoin de temps. Donc c'est vrai que ça interroge quand même un petit peu. Donc c'est sûr qu'il y a des choix, on le répète, offensivement, où on valide beaucoup de choses. Mais il y a quand même des éléments dans les tranchées sur le backfield défensif. On se dit, ah, c'est même si la FC Sud n'est pas partie pour être la division peut-être la plus transcendante de 2025, petit spoiler alerte, il y avait quand même de quoi être un peu plus agressif peut-être au-delà des choix de draft sur cette QV 2025. Voilà ce qu'on pouvait dire, en tout cas, sur cette draft réalisée par les Jacksonville Jaguars. Merci Cyprien d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve très vite, notamment pour parler des Las Vegas Raiders. Restez bien connectés sur touchdownactu.com et sur les différentes plateformes pour retrouver tous les podcasts, toutes les pastilles liées au débrief draft des différentes formations. Et à très vite sur Touchdown Actu. Salut à tous. Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit tremfyaradio.com. This podcast is brought to you by Aura. By the time you hear about a data breach, your information has already been exposed for months. On average, companies take 277 days to report a breach. That's 9 months where hackers have access to your personal data.
That's why we're thrilled to partner with Aura. Aura is an all-in-one digital safety solution that monitors the dark web for your phone number, email, and social security number, sending real-time alerts if your info is found. It also includes a VPN, password manager, and data broker removal to help keep you safe. For a limited time, Aura is offering a 14-day free trial plus a dark web scan to check if your personal information has been leaked, all for free at aura.com/safety. That's aura.com/safety to sign up and protect your loved ones. That's AURA.com/safety. Terms apply. Check the site for details.